Reiki Banashi. Je m'appelle Nina, praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki. Et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que j'accueille pour la deuxième fois l'un de mes enseignants de Reiki les plus chers, une figure majeure au niveau international dans le monde du Reiki, Frank Arjava Petter. Il est l'auteur de nombreux livres à succès tels que This is Reiki, The Original Handbook of Mikao Usui, Reiki Fire et One with Reiki, pour n'en citer que quelques-uns. Il enseigne dans le monde entier et a mené des recherches approfondies sur les origines et l'histoire du Reiki, ayant vécu lui-même au Japon pendant 12 ans. Et en parallèle de son enseignement du Reiki, il enseigne également la méditation et a publié plusieurs recueils de poésie. Je suis ravie de pouvoir partager cette conversation fascinante et profonde avec vous. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et konnichiwa, yokoso, bonjour, guten Morgen, buongiorno, Arjava, Ohayo gozaimasu. Bonjour. ohayo gozaimasu. Bienvenue à nouveau sur Reiki Banashi. Et oui, je ne sais plus dans quelle langue parler maintenant. O genki desu ka? Comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Je me sens bien. Oui. J'ai hâte de voir les choses se déployer en 2026. Je pense que ce sera une bonne année, une très bonne année. Beaucoup de défis. Et les défis sont toujours une bonne chose. Ça te garde éveillé, ça te secoue. Et nous avons besoin que la cage soit secouée. Oui. Sinon, on s'endort quand tout est calme, tranquille et détendu. Et nous nous endormons comme ça. C'est vrai. On a besoin de mouvement. On a besoin de mouvement. Et nous avons besoin d'être constamment rappelés à rester éveillés et conscients. Et dans l'autoréflexion, à regarder, est-ce que je fais ce que je veux vraiment faire? Est-ce que je m'endors? Est-ce que je m'enferme moi-même dans une cage ou suis-je prêt à ouvrir la porte et à me tenir dans la lumière? Donc les défis sont une bonne médecine pour ça, pour réfléchir, pour être ouvert, pour recommencer à nouveau et ne pas suivre les événements traumatiques du passé que nous avons tous. Rester peut-être dans des dynamiques qui sont confortables. Pour moi, l'une des choses les plus belles dans le Reiki est la fin de l'un de nos symboles, le Nen. Et le Nen est un caractère magnifique composé de 2 éléments. L'un est Kyo ou Ima, maintenant, ici, et l'autre est le cœur. Donc gardez l'esprit dans l'instant présent, qui n'est pas traumatisé par les événements du passé. S'il y a quelque chose dans le Reiki qui peut t'aider à traverser toutes les difficultés du passé, c'est bien ça. Rester présent. Rester ici, ne rien laisser te traumatiser, mais toujours garder ton innocence. Maintenant, le cœur. Oui. Dans le maintenant et dans le cœur. Oui. Merveilleux, oui. Ça l'est. Ça semble simple, mais c'est aussi assez difficile, n'est-ce pas, de rester dans le Nen. Les défis sont bons. Les défis sont bons. Ça te garde éveillé. Ouais, rester éveillé. Ouais. Tu sais, l'une des choses avec toi, c'est toujours... je te dis ça dans les séminaires, mais je prépare généralement quelques questions et dès qu'on commence à parler ensemble, quelque chose disparaît et ensuite il y a un flux qui arrive. Et oui,
C'est incroyable. Et bien sûr, je veux aborder certains sujets, mais ça change toujours de forme. Et ce que tu viens de dire, bien sûr, va aussi changer de forme dans le maintenant et dans le cœur. Ouais, Nen. Je me souviens de la première fois où je suis allée à un atelier international. C'était en 1998, donc c'était presque il y a 30 ans. J'avais une amie qui était numérologue, vraiment une médium brillante, dans le sens où elle ne te disait pas tu vas te marier à 28 ans, tu vas avoir des enfants à 36 ans, tu vas devenir riche et tout ce genre de choses. Mais elle regardait plutôt par-dessus ton épaule. Et elle m'a dit, Arjava, quand tu sors donner des conférences et faire des apparitions publiques, ne planifie jamais rien. Entre simplement comme une page blanche, comme une page vide. Et là se trouve ta compétence. Permettre aux choses de se déployer d'elles-mêmes sans rien planifier. Donc c'est ce que je fais. Et ça peut faire peur au début, mais une fois que tu y as goûté, c'est tellement agréable parce que je n'ai aucune idée d'où nous allons, Inina. Nous verrons. Nous verrons. Nous verrons. Oui, ça me rappelle aussi, je sais que tu écris aussi de la poésie. Et tu sais, mon partenaire est musicien et parfois nous sommes très plongés dans ce processus créatif. Et je pense que c'est vraiment comme ça. Tu ne peux pas être dans ce processus créatif sans que ça arrive, n'est-ce pas? Comme sans savoir ce qui vient ensuite. C'est comme si ça circulait. La beauté de ça, c'est que tu n'as aucune idée. Donc quand je commence un nouveau texte ou autre, je n'ai aucune idée de là où ça va me mener. Et j'adore ça, ce territoire totalement inexploré. Et ça apparaît simplement à partir de l'infini. Et t'emmène de l'infini à l'infini. Je suppose qu'en musique et en poésie, c'est la même chose, n'est-ce pas? Oui, je parlais avec Eri, la calligraphe, et elle disait exactement la même chose avec ces mots, n'est-ce pas? Comme ce vide qu'on atteint, qui nous permet de créer le mouvement, quel que soit ce mouvement, que ce soit de l'écriture, peut-être n'importe quoi, la musique, tu sais. Le mot vide est peut-être facilement mal compris, où les gens ont peur parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'un néant ou de rien. Mais en réalité, je préfère le voir en termes de vastitude, d'espace, un espace infini. Et dans cet espace infini, tout est là. Oui. Alors laissons ça se montrer. Et tu sais, c'est quelque chose que je voulais aborder. C'est un ressenti, être dans le nen, être dans cette vastitude que la plupart du temps nous ressentons quand nous sommes dans un cadre d'atelier, dans un cadre de séminaire, n'est-ce pas? Mais j'aimerais aller sur le sujet de ce qui se passe après, pour les élèves, pour nous, tu sais, et comment rester dans cet état. Tu sais, parce que nous avons tendance à être dans cette bulle avec des personnes qui nous ressemblent ou pensent de la même manière, et nous sommes dans ce bel espace créé par l'expérience et par la présence des personnes. Et ensuite, nous retournons à la vie quotidienne, n'est-ce pas? Donc oui, d'après ton expérience, comment pouvons-nous intégrer doucement ce qui se passe dans un séminaire et peut-être rester un peu avec ça ou emporter l'expérience avec nous et la faire fonctionner dans notre vie quotidienne, notre vie chargée et tout ça? En ce qui concerne le Reiki, je pense qu'Usui Sensei a vraiment posé les bases de manière très belle en nous enseignant à donner des traitements.
qui sont en réalité la pratique principale du Reiki. En dehors de l'état méditatif que l'on développe, donc dans le traitement, lorsque tu touches quelqu'un, tu as ces deux espaces d'expansion. Deux espaces d'expansion, oui. Qui se rencontrent d'une manière magnifique et qui se fondent d'une manière magnifique. Quand tu touches quelqu'un, après quelques minutes, tout disparaît. Donc, ton jugement disparaît, tes opinions disparaissent, tes goûts et tes aversions disparaissent. Peut-être que lorsque le client arrive, tu penses « Oh là là, il est tellement gros, il a grossi » ou « Le nez est trop long, les cheveux sont trop courts » ou n'importe quel type de jugement que nous pouvons avoir. Et après quelques minutes, pouf, tout a disparu. Et tu es simplement là, présent avec l'autre, qui est lui aussi présent, allongé là, ne faisant rien, n'attendant rien, attendant que rien n'arrive. Et dans ce moment d'espace, d'expansion, les choses commencent à bouger. Et c'est une très belle manière de rester présent. Donc, pour moi, le Reiki consiste entièrement à apprendre à être présent avec ce qui est. Le client tel qu'il est, qu'il soit heureux, malheureux, malade, peu importe. Tu entres simplement ensemble dans cet espace. Et c'est une excellente pratique à apprendre pour toi lorsque tu donnes des traitements, d'être dans cet espace, d'être dans cette acceptation des choses telles qu'elles se montrent. Oui, donc d'un point de vue de Reiki, je pense que c'est ça le remède. Et si tu n'as personne à qui donner du Reiki, parce que ça arrive parfois, certains élèves disent « Ok, j'ai personne autour de moi qui est intéressé, moi j'adore le Reiki. » Que recommandes-tu dans ce cas-là? Tu as toujours toi-même. Tu as toujours toi-même. Tu peux te faire du Reiki à toi-même. Tu peux t'allonger ou t'asseoir et poser les mains sur ton corps. Et le toucher physique, a ce magnifique pouvoir de t'amener dans le maintenant, dans le présent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu n'as personne d'autre à toucher, touche-toi toi-même. Et l'autre chose, c'est que nous avons tendance à penser peut-être qu'un traitement de Reiki doit être formel. Il faut commencer, avoir un planning, il faut avoir des clients et tout ça. Mais peut-être pouvons-nous laisser aller ça et faire du Reiki de manière informelle. Chiyoko Sensei disait toujours « Ne rends pas les choses si difficiles. Tu sais, pose simplement ta main sur quelqu'un. Ça peut être à la maison, assis sur le canapé, si tu as un partenaire ou quelqu'un avec qui tu vis. Tu peux faire ton Reiki sur le canapé, comme ça, sans, disons, un système formel. Tu n'as pas besoin de passer par toutes ces différentes positions de main ou que ce soit... Tu poses simplement tes mains sur le corps et tu laisses reposer là. Et tu laisses les choses évoluer d'elles-mêmes. Ah, eh ben, ça rejoint vraiment quelque chose que je voulais aussi aborder, parce que certaines personnes peuvent penser que c'est tellement plus compliqué, n'est-ce pas? Comme avoir un protocole, avoir, tu sais, un cadre, un moment officiel, chaque matin, de cette façon. Donc oui, c'est vraiment très aidant ce que tu dis, que oui, ça peut être complètement libre de tout ça, et simplement utiliser tes mains. Oui, ça peut être libre. D'un autre côté, je pense, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'attitude intérieure que tu as. Oui. Donc l'attitude à développer au fil du temps dans ta pratique et de lâcher tes concepts de la maladie. Les concepts de la vérité ou de ce qui est juste ou faux.
et de fondre de plus en plus dans le moment présent. Lorsque tu traites quelqu'un ou toi-même, pose simplement tes mains et lâche prise. Oui. Et laisse simplement les choses être telles qu'elles sont. Il n'y a rien qui cloche chez votre client ou qui cloche chez qui que ce soit. C'est pas possible que quelque chose n'aille pas. Donc j'ai récemment, en quelque sorte, terminé un livre que j'espère sortira bientôt. Oui. Avec toute mon expérience du Reiki de ces dernières années dedans. Donc, tout est centré autour des traitements et de la manière de gérer certains types de problématiques. Et dedans, quelque part au début, je dis quelque chose qui sonne vraiment bien en allemand. En anglais, c'est... Je dis que tu es incurablement en bonne santé. Tu es incurablement en bonne santé. Ça signifie qu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a rien qui ne va pas. Et quand j'ai dit plus tôt que tout commence par l'attitude, c'est ce que je veux dire. Quand tu regardes le client, et ça inclut toi aussi, ne regarde pas ce qui ne va pas, ou ce que tu penses qui ne va pas. Ne regarde pas ce que tu penses vouloir ajuster, changer, Ouais. améliorer quoi que ce soit, mais regarde ce qui va bien. Regarde ce qui va bien en toi et ce qui va bien chez l'autre. Vois l'autre et toi-même comme la manifestation parfaite de ce qui est, de l'ouverture. De l'amour. Regarde ça. Et alors les choses commencent à bouger dans une direction agréable. Si j'ai un jugement sur quelqu'un, disons que quelqu'un vient me voir avec un bras cassé, que je ne suis pas d'accord avec cette cassure, ce qui revient à dire que je sais mieux. Ouais. Que ça ne devrait pas être comme ça, que nous devons réparer ça maintenant. Alors, je suis en conflit avec la manière dont les choses sont. Et le client qui est touché avec ce genre d'attitude, parce que l'attitude sort aussi par les mains, se sentira jugé, se sentira non accepté tel qu'il est, se sentira mal. Oh, maintenant il faut changer ça. Ce genre de toucher est toxique, empoisonné. Mais si tu touches quelqu'un avec amour et une totale, complète acceptation absolue de ce qui est, alors quelque chose peut se produire. Oui. Mais c'est vraiment l'amour, la bienveillance qui permet aux choses de se mettre en place. Oui, c'est vraiment ce que nous disions au début. Si tu projettes quelque chose sur le client, que ce soit négatif, comme OK, ça doit être réparé, tu es déjà dans la projection de ce que ça devrait être. Donc tu n'es pas dans le présent, tu es un peu dans le futur d'une certaine manière, n'est-ce pas? Tu n'es pas présent, tu n'es pas ici. Ça n'aide pas. Donc la chose incroyable avec toutes les thérapies physiques, et ce n'est pas seulement le Reiki, le travail corporel en général, c'est que ça t'ancre, ça te stabilise, parce que le toucher t'ancre dans le moment présent. Et dans le moment présent, tout va bien. Oui. Mais dans le passé et dans le futur, rien ne va. On veut changer le passé, on veut ajuster le futur. Si on projette ailleurs qu'ici, on met une carotte devant notre nez. Oui. Quelque part, et tout ce que nous voyons, c'est cette carotte. Mais nous ne voyons pas la beauté qui est partout autour. Donc le Reiki est vraiment un outil incroyable pour ça, pour être présent, pour être content, pour être à l'aise avec ce qui se passe maintenant. C'est tellement beau. Tu sais, c'est d'une certaine manière,
Ça revient à une forme de simplicité, tu sais, revenir à quelque chose de simple et ne pas compliquer les choses. Et le Reiki est en quelque sorte ça, n'est-ce pas? C'est simple. Mais pourquoi est-ce que tu penses que la simplicité peut être si difficile pour nous, les êtres humains? Pourquoi est-ce qu'on aime tellement compliquer les choses? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bonne question. Je pense qu'une grande partie vient simplement, peut-être, de la mémoire du passé et de l'idée sous-jacente que nous ne sommes pas assez bien tels que nous sommes, que nous devons changer. Et c'est une autre chose que peut-être nous pouvons aborder dans le Reiki qui nous aide à sortir de ce piège. Mais les préceptes, les Gokai, ces préceptes sont incroyables. Ils sont tellement simples, pas compliqués du tout. Et ce sont des choses que nous pouvons tous pratiquer. Et pas pratiquer dans le sens pratiquer, mais vivre tel que nous sommes maintenant. Nous n'avons pas besoin de changer, nous n'avons pas besoin d'être des super-humains. Nous n'avons pas besoin d'être incroyablement évolués spirituellement. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie de toute façon. Nous sommes capables de faire ça qu'en nous disant aujourd'hui seulement. Cela amène notre attention dans le présent et ensuite ne pas être en colère, ne pas s'inquiéter, être reconnaissant, agir de manière responsable, faire ce qui est juste et être gentil avec les autres. Nous pouvons tous faire ça dès maintenant. Nous n'avons pas besoin d'être différents de ce que nous sommes. Et c'est très beau. Donc nous ne mettons pas la carotte devant notre nez. Nous faisons le travail ici, maintenant. Et c'est ça que le Reiki peut enseigner. Une fois que tu commences à apprendre ça en donnant des traitements, soit à quelqu'un d'autre, soit à toi-même, ça commence à s'étendre lentement, lentement dans ta vie quotidienne. Il n'y a de toute façon aucune urgence. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a nulle part où aller. C'est ça, c'est la pratique. Et de cette manière, je pense que le Reiki et la méditation sont très similaires. En fait, identiques pour moi, dans le sens où ils t'enseignent simplement à être ici. Oui. À être présent. À ne pas toujours être en train de désirer, de vouloir, de changer, d'améliorer, mais simplement d'être présent avec ce qui est. Et quand tu es présent avec ce qui est, c'est tellement beau. Chaque moment est beau. Tu es entouré par cet univers vaste qui est à l'extérieur et qui est aussi à l'intérieur de toi. Tellement beau. C'est ça, la pratique et l'enseignement pour moi. Oui, absolument, oui. Et j'entends parfois, tu sais, des élèves me dire, par exemple, ah, mais je ne suis pas dans le bon état émotionnel, je n'ai pas ce sentiment d'espace dont tu parles pour me sentir dans le moment. Et donc ils croient parfois, probablement, qu'ils doivent être calmes ou centrés ou émotionnellement stables pour pratiquer le Reiki correctement. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Oui, je comprends ça. C'est une sorte de malentendu, encore une fois. On pense qu'on doit être différent de ce qu'on est. Encore, oui, cette projection. Oui, c'est toujours ça. Mon expérience, non seulement dans les traitements, mais aussi dans les ateliers en tant qu'enseignant, est que on peut être préoccupé par quelque chose avec lequel on lutte dans la vie quotidienne. Mais après 5 minutes dans le traitement ou dans l'atelier, oui. Tout ça s'en va.
les choses personnelles s'en vont. Tu ne fais pas semblant, tu ne les réprimes pas, mais elles disparaissent. Et quelque chose d'autre prend le relais et les problèmes personnels, peut-être ta lutte émotionnelle, disparaissent pendant le temps du traitement ou du groupe. Et ensuite, quand tu rentres chez toi, ça revient. Oui, Alors tu peux t'en occuper. oui. Quand je remarque, quand j'enseigne, bien sûr, il y a cette clarté qui apparaît, qui n'est pas la mienne et qui n'est pas quelque chose que je crée. Pas du tout. J'ai simplement appris à entrer dans cette clarté, à la laisser être, à la laisser parler et à laisser faire le traitement. Donc, pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent de ne pas être au bon endroit ou d'être préoccupés par quelque chose d'émotionnel ou quelque chose avec lequel vous luttez, faites simplement votre travail. Faites vos traitements par l'imposition des mains et faites confiance. Et sachez que tous ces défis disparaîtront simplement après quelques minutes et que vous pourrez vous en occuper au moment approprié, plus tard. Ouais, super. Ouais. Et tu disais, d'accord, ok, nous sommes dans cette bulle, dans cet état, aussi quand on fait des traitements, n'est-ce pas? Comme si on pouvait se reconnecter à ce que nous avons probablement vécu pendant les séminaires et les ateliers en pratiquant le Reiki, faisant notre Gyo Hageme probablement, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui revient assez souvent, une question qui revient chez les élèves, et je l'ai eu aussi comme défi en revenant à la vie quotidienne, une sorte de schéma que l'on voit. C'est qu'il y a par exemple une configuration de couple où tu es la personne dans le couple qui a appris le Reiki et l'autre est plutôt sceptique et ne comprend pas vraiment la pratique ou n'y est pas intéressé. Donc, de ton point de vue, comment quelqu'un peut-il rester fidèle à sa pratique sans créer de tension, de distance ou parfois un sentiment de supériorité, genre « Oh, je sais parce que je fais du Reiki », tu vois, dans une relation? Ouais, c'est délicat. Oui, c'est délicat, n'est-ce pas? C'est délicat. Ça n'a pas à voir avec le Reiki en tant que tel, mais avec le fait que lorsque quelqu'un entre dans n'importe quel type de pratique spirituelle, ça peut créer une certaine dissonance avec son partenariat, dans sa relation. Donc, ma suggestion est toujours de s'assurer que les deux partenaires trouvent une activité. Alors, je ne veux pas dire un hobby, une activité dans un sens superficiel, mais peut-être trouver une activité spirituelle, quelque chose qu'ils aiment. Qu'ils aiment et qu'ils aiment vraiment. Une forme d'auto-expression, une expression de leur créativité. Le Reiki, c'est ça. L'art, c'est ça. La musique, c'est ça. Pour que chacun ait sa propre manière de s'exprimer. Pour toi, ça peut être le Reiki, pour quelqu'un d'autre, ça peut être la peinture ou la musique, quelque chose de créatif. Oui. Et que chacun consacre peut-être une quantité de temps, d'énergie et peut-être d'argent similaire à ça. Donc si tu t'engages dans le Reiki, que tu vas faire des ateliers et que ton partenaire est assis là en se disant « mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dépense tellement de temps, tellement d'argent, elle n'est pas à la maison, elle part et tout ça. » Voyez ensemble si vous pouvez trouver une manière pour lui dire de faire quelque chose de similaire pour lui-même ou elle-même. Ça n'a pas besoin d'être du Reiki, mais simplement une forme d'expression créative. Oui, une sorte de hobby.
Et si c'est conduire des motos, ça peut être ça. Mm. Donc on ne veut pas faire de distinction entre le spirituel et le quotidien. Le spirituel et le quotidien sont exactement la même chose. Exactement, oui. Oui. Oui, mais veillez à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre dans la relation. Que l'autre ait la même quantité de temps et d'énergie. Et ça peut être aussi de l'argent. Oui, bien sûr. L'équilibre vient aussi de cette manière, n'est-ce pas? Pour son propre développement ou sa propre expression de soi. Oui. Mais bien sûr, quand les personnes prennent vraiment des chemins différents, disons que quelqu'un s'engage profondément dans la spiritualité et que l'autre partenaire ne comprend pas ça, c'est difficile. Oui. Vraiment difficile. Il faut être créatif pour trouver l'équilibre. Et l'équilibre ne signifie pas ceci. Ça, on est mort. Oui. Mais ça signifie, quand tu veux marcher, tu dois mettre un pied devant l'autre. Et dans le processus, il est suspendu dans l'air. Ce n'est pas l'équilibre tel que nous le pensons, mais c'est comme ça. Ah oui, j'adore, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je pense. Peut-être, tu sais, Nina, l'une des choses est vraiment cette idée très répandue que la spiritualité est séparée de notre vie quotidienne, banale. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est un seul et même ensemble. Tout est spirituel, tout ce que tu fais d'un point de vue égoïste. Et même, ça peut être quelque chose de spirituel. Si tu médites avec cette idée que « Oh, je suis bien meilleur que tout le monde ». Exactement. Je parle de ça parce que je sais, j'y suis passée. Je suis passée par là aussi quand j'étais jeune. Oui. Alors, cette spiritualité, entre guillemets, devient de la politique. Oui. Oui. Elle devient quotidienne, la chose la plus quotidienne et banale du monde. Juste cette histoire de l'ego qui dit « je suis meilleur que toi, je suis supérieur ». Et si tu fais une chose quotidienne, banale, avec une belle attitude, une attitude d'amour, de dévouement et de gentillesse, de bienveillance, comme faire la vaisselle, Oui. c'est spirituel. Oui. Donc, nous ne voulons pas nous diviser entre le spirituel et le quotidien, mais faire absolument tout avec une attitude d'amour et de bienveillance. Et alors, tout ira bien. Donc, d'une certaine manière, ne pas séparer ta pratique de ta vie quotidienne. C'est ça. Non, à quoi ça servirait si, disons, je fais un traitement Reiki, j'en fais un par jour et pendant 1 heure et je suis dans un bon espace. Et le reste du temps, je suis pénible. Ce n'est pas vraiment utile. Le but est de laisser cette transcendance que tu ressens quand tu donnes un traitement s'infiltrer dans ta vie quotidienne. Oui. Et c'est pour ça que je dis que pour la méditation, c'est la même chose. Si tu es méditatif, attentif, bienveillant et présent 1 heure par jour, ce n'est tout simplement pas suffisant. Tu veux que cela imprègne toute ta vie, tout ce que tu fais et cette pratique. Il n'y a, disons, pas d'objectif à atteindre. Il n'y a aucun moyen, du moins je pense, d'y parvenir à 100%. Mais le processus d'apprentissage, de devenir humain, n'est complet que lorsque tu meurs. Ouais,
Ça nous ramène encore une fois au fait que, et l'on revient toujours à la présence, parce que chercher à atteindre quelque chose signifie que tu n'es plus présent de nouveau. Donc on revient toujours là, n'est-ce pas? Tu projettes. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait une sorte de voix intérieure qui me disait « Tu ne te trouves pas toi-même parce que tu projettes toujours dans la mauvaise direction. » Je me suis réveillée en me disant « Quoi ? Waouh, c'est un message tellement fort. Oh, c'était si intense !» Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à diriger la flèche vers l'intérieur et à ne plus regarder à l'extérieur, comme si je devais atteindre quelque chose, comme si je devais être meilleur que je suis. Comment je pourrais être meilleur que je suis? Je suis. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est beau parce que, oui, revenir à l'intérieur est probablement ce qui t'aide aussi à être, tu sais, en harmonie avec ce qui t'entoure, en parlant par exemple des relations dont on parlait avant. Et bien sûr, il arrive que ton partenaire ne croit pas vraiment à ce que tu fais. C'est ce que j'entends parfois chez les élèves, mais parfois, c'est aussi l'environnement, peut-être au travail, tu sais, la famille, qui ne comprend pas vraiment la pratique. Donc, Oui, d'accord, ok. Donc, si tu es nouveau dans le Reiki ou nouveau dans une forme de pratique spirituelle, tu as tendance à avoir ce genre d'attitude de missionnaire. tu dois convaincre, oui. Parce que, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois convaincre les autres? Parce que tu n'es pas sûr de toi. Si tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ah, merci pour ça, oui, c'est vrai. Donc tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Et je pense que dans une relation, lorsqu'il y a cette divergence et que vous allez peut-être dans des directions différentes, au lieu d'essayer de convaincre l'autre que ce que tu fais est juste ou bon ou spirituel ou plus précieux ou quoi que ce soit, fais simplement de ta pratique le fait d'être présent avec ton ou ta partenaire. Toujours, quand tu es avec elle ou avec lui, sois présent. Donne-lui ton attention, donne-lui ton amour. Ne la ou le prends pas pour acquis et célèbre le temps que vous avez ensemble. Et oublie la spiritualité et tout ça si l'autre n'est pas intéressé, mais sois là avec lui ou elle. Oui. Être là. Oui, être là. Et l'amour que nous avons l'un pour l'autre est comme un feu qui a besoin de consumer quelque chose. Il faut l'alimenter, il faut l'encourager, il faut le nourrir. La relation, l'amour que tu as, c'est comme une fleur, comme un rosier. Il a besoin d'être taillé, il a besoin d'engrais, il a besoin d'eau, il a besoin d'attention, il a besoin de lumière. L'amour est exactement comme ça. Ne le prends pas simplement pour acquis en disant « je verrai bien où ça mène ». La paresse. Oui, c'est de la paresse. Et c'est un manque de respect. Donc, la relation a besoin de respect. Oui. C'est tellement important, hein. Nourris ton amour. Si tu vois que dans une relation, ça devient difficile parce que peut-être tu changes de direction, fais attention à l'autre, sois bienveillant, aimant, présent, et tout ira bien. Et ne pense pas que tu dois convaincre quelqu'un ou qui que ce soit. Oui. Nous avons tous des choses à apprendre. Et si ton apprentissage passe par le Reiki, la méditation ou une discipline spirituelle, d'accord, mais ne l'attends pas de l'autre. Ouais.
Oui, c'est exactement ce que tu disais avant. Je pense, si tu veux tellement convaincre, comme tu l'as dit, c'est parce que tu n'es pas sûr de toi, n'est-ce pas? Et c'est tellement important de revenir à l'intérieur et de voir simplement, d'accord, pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de convaincre? Oui, c'est ta propre insécurité et ton propre manque de stabilité, le fait que tu n'es pas sûr d'être réellement sur le bon chemin ou non. J'ai eu une discussion intéressante un jour avec l'abbesse du temple de Kurama à Kyoto, qui est morte il y a peut-être 5 ou 4 ans, non 5 ans. Et on parlait, on parlait de la manière de mener une vie spirituelle. Ça n'avait rien à voir avec le Reiki. Elle ne voulait pas vraiment discuter de Reiki, mais de la spiritualité en général. Et elle était très terre à terre. Et elle a dit, regarde, c'est comme si tu étais assis devant ta télévision avec ta télécommande. Tu fais défiler les chaînes. Et quand tu trouves la chaîne qui t'intéresse, que ce soit la méditation, le Reiki, le Vipassana, peu importe, tu restes sur celle-là. Tu ne continues pas à zapper parce que tu as trouvé quelque chose. Tu restes avec ça et tu fais ça. Oui. Tu donnes toute ton attention et tu arroses cette plante. Et alors je lui ai demandé, mais comment sais-tu que c'est la bonne chose? Et elle a dit, ça fait du bien, n'est-ce pas? Tellement simple. Ah, c'est la meilleure réponse. Ouais, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Fais confiance à ce que tu fais. C'est bon. Ça fait du bien. C'est bon. C'est bon pour toi. Continue simplement. Donc oui, on revient à la confiance, comme tu l'as dit. Alors, qu'est-ce que signifie la confiance dans la pratique du Reiki? Tu penses que c'est la confiance dans le Reiki et dans le processus? Qu'est-ce que ça signifie pour toi en fait? Ma femme et moi reflétons beaucoup. On parle donc parfois de ce sujet. Parfois. Même plus que d'autres sujets. Parce que c'est quelque chose dont nous n'avons pas vraiment fait le tour. Tous les deux, hein, pour une raison ou une autre, nous avons une confiance de base dans le fait que les choses sont bien telles qu'elles sont et que l'univers est une force bienveillante et qu'il est bon, qu'il y a des mains qui te tiennent en sécurité, quoi qu'il arrive. Mais comment développer ce genre de confiance? Je ne me souviens pas avoir travaillé dessus pour y parvenir. Donc, je suis née comme ça. J'ai toujours eu ça dans mon enfance. Je ne sais pas pourquoi. Et peut-être que c'est difficile à enseigner ça à quelqu'un qui n'a pas cette confiance de base. Oui. Donc, c'est un sujet intéressant et peut-être que nous tous, toi, nos auditeurs et moi-même, pouvons réfléchir à la manière d'augmenter cette confiance dans l'existence et cette confiance dans le fait d'être au bon endroit, au bon moment. Les personnes qui sont sur un chemin spirituel sont toujours au bon endroit. Et il n'y a rien qui puisse t'arriver qui soit faux. Ce n'est pas possible. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Prends-en soin. Et peut-être que les préceptes du Reiki peuvent nous aider à avoir davantage confiance
dans ce qui est en train de se passer, Oui, pour te donner cette force de dire oui. Et ça pourrait être une méthode pour dire oui, peu importe quoi que ce soit. Oui aux difficultés financières. Oui aux problèmes de relation. Oui au fait de se sentir bloqué là où l'on est. Oui à tout, le bon, le mauvais et l'entre-deux. Pour moi, une chose qui m'a aidé à renforcer cette confiance est une technique un peu militante. ok. Tu te demandes d'où ça vient. Oui, exactement. Oui, il y a environ 30 ans, j'étais en Nouvelle-Zélande et j'ai vu un panneau disant « parachutisme ». Et j'ai pensé « Ah, peut-être que ça m'aidera à avoir plus confiance, à renforcer ma confiance pour sauter d'un avion sans savoir si tu arriveras en bas, sur la terre, en un seul morceau. » Et ça a vraiment fonctionné pour moi. Wow. J'ai réalisé que quand je sautais de l'avion, j'ai compris que la vie est une chute libre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre. Tu ne sais pas si tu seras en bonne santé. Tu ne sais rien. C'est juste une chute libre et il faut se consacrer à cette chute. Et peut-être qu'on peut l'appeler ascension. Magnifique. Sache que tu es entre de bonnes mains. Tu es toujours entre de bonnes mains. Ensuite, pour la vie en général, travailler à t'entourer, au travail, à la maison, de personnes qui soutiennent ça. Et si tu es dans une situation perturbante, au travail ou dans ta relation, regarde si tu peux la changer et en faire un lieu de confiance, de beauté, d'amour et de gentillesse. Et si ce n'est pas possible, tire-toi de là. Ça aussi, ça fait partie du Gyo Hageme, non? Peut-être, oui. Donc en général, chaque relation commence par de l'amour. Je pense à une sorte d'éveil de l'amour. Et à cause de ça, ça vaut la peine de se battre pour ça. Enfin, se battre pour ça, quel que soit le mot. Mais faire un effort pour maintenir, Oui. pour maintenir la flamme Vivante. vivante, oui. Et ça demande du travail. Et je ne parle pas du cœur de manière artificielle, mais ça demande ton attention. Alors travaille là-dessus. Mais parfois, ça ne peut pas être possible, alors il vaut mieux quitter la situation. Si tu as été dans cette situation, moi je l'ai été parfois. Toi aussi. Tout ce que tu peux faire, c'est partir et recommencer. Et c'est bien aussi. Mais d'abord, fais un effort pour voir si cette fleur peut être sauvée, parce qu'elle a toujours valu la peine d'être sauvée. Oui. Et toujours en parlant de la confiance dans le Reiki, dans le processus de guérison du Reiki aussi, peut-être aussi après les séances, les traitements par exemple. Alors, quand tu fais ta pratique, que tu utilises tes mains, tu inities un processus en posant tes mains sur le corps du client et cette énergie cosmique commence à circuler à travers toi et dans le corps du client. Et le corps réagit alors à ça. Il reçoit l'énergie et commence à se détoxifier, commence à libérer les obstacles. Et lorsque le traitement est terminé, tu laisses le client partir en sachant que tu as mis en mouvement un beau processus. Ce n'est pas que tu l'as fait,
Et ce processus continuera de lui-même sans toi. Oui, il continuera sans toi. Ça ne signifie pas que tu ne prends pas la responsabilité de travailler davantage avec le client. Mais pour l'instant, quand il se lève, quand il rentre chez lui, tu sais que les choses vont dans la bonne direction. Magnifique. Oui. J'imagine juste cette chose, je reviens à l'image de la confiance, oui, et cette chose de confiance totale et du parachutisme. Et c'est une image tellement belle, non? Et oui, cette idée d'être tenu et en quelque sorte de faire confiance au processus, c'est probablement l'image la plus puissante. Pense à l'univers. Oui. Ici, tu sais où nous vivons, et je pense que là où tu vis, c'est un peu similaire. Si tu sors, surtout l'été, la nuit, un peu à l'écart de la ville ou du village où tu vis, tu vois. Oui, tu vois la Voie lactée ici. Tu vois la Voie lactée. Des millions et des millions d'étoiles. Et tu regardes là-haut, puis tu considères ta philosophie de vie, tes concepts et tout ça. Et tu regardes là-haut, tu réalises que rien, que tu es minuscule. Je veux dire, tu n'es pas un grain de sable, tu es bien moins que ça, minuscule. Sois à l'aise, et sois à l'aise dans cette petitesse, tout en sachant que, tout comme notre corps a des millions et des millions de petites cellules, nous sommes l'une de ces cellules dans cet immense univers. Nous faisons partie de ça, physiquement partie de ce grand drame céleste qui se passe là-bas. Donc l'unité avec l'univers n'est pas un concept philosophique, c'est un fait. Nous faisons partie de cette situation entière, comme si tu étais une cellule de ce corps. Oui. Oui. Et cette cellule devrait vraiment se sentir complètement protégée et en sécurité dans le corps. Elle ne devrait pas se sentir nerveuse ou se dire « je ne me sens pas à l'aise ici » ou « les autres cellules vont me manger ». Peut-être que cette image peut aider. Oui. Oui. Tout est tenu ensemble en un. Ouais. C'est beau. Et c'est pareil pour les autres, tes amis, tes partenaires. Ils font partie de cette situation autant que toi, ce qui nous rend tous égaux. Oui. Encore une fois, simple. Mais image simple en quelque sorte, mais si difficile. Nous avons tendance naturellement, ou parce que nous sommes éduqués ainsi, à tout séparer, non? Oui. Comment rester dans cet état, connecté à cette réalité d'unité? C'est tellement dur des fois. Il y a une belle technique que nous avons faite ensemble, je pense, dans une de nos techniques de méditation. C'est quelque chose que j'ai appris en Inde avec Osho. Il disait qu'un bon exercice est d'imaginer, de créer une aura d'amour autour de toi. Donc peut-être un bon moyen de commencer
et de ressentir l'amour inconditionnel dans ton cœur. Peut-être souviens-toi de quelqu'un que tu aimes profondément et ressens cet amour inconditionnel dans ton cœur. Puis imagine que tu gonfles ton corps éthérique, le corps mental qui entoure ta forme physique comme l'aura, et les corps énergétiques autour de toi. Remplis-le, gonfle-le comme un pneu de vélo ou un ballon avec de l'amour inconditionnel. Je suis juste en train de le faire maintenant. Il y a cette lueur autour de toi. Et fais confiance au fait que cet amour inconditionnel va nettoyer et effacer les traumatismes, les difficultés. Comme quand tu entres dans un sous-sol sombre et que tu allumes la lumière. La lumière éclaire tout et les problèmes disparaissent. Merveilleux. Merci, oui. C'est une de mes méditations préférées que nous avons faites ensemble, oui. Vraiment. C'est un outil puissant pour revenir à soi. Simple, encore une fois, très simple. Mais on est tellement occupés par le quotidien, par nos vies, que nous oublions. Donc la pratique méditative ou la pratique du Reiki, la pratique avec les mains, c'est simplement revenir à la source, tout le temps. Tu peux le faire en te traitant toi-même ou en traitant les autres. Tu peux le faire par des exercices de respiration, par la vipassana, n'importe quelle technique ancienne convient. Il s'agit toujours de revenir à la maison. Oui. Et la maison, c'est un bon endroit. C'est magnifique. Arjava, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question avant de conclure. Où tu sais, je pourrais toujours passer des heures avec toi, mais je dois aussi rester dans le cadre, tu sais, d'un épisode. Cette conversation pourrait vraiment durer très longtemps parce que j'apprécie chaque fois tellement les moments partagés avec toi. Mais j'ai une question que je pose à tous les invités de Reiki Banashi. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu et peut-être que tu as déjà eu cette question dans le passé, mais je suis intéressée maintenant, en ce moment. Si tu avais la chance de rencontrer Mikao Usui Sensei aujourd'hui, que voudrais-tu lui dire ou lui demander? Qu'est-ce que je lui demanderais? Je n'ai vraiment aucune question. Oui, oui. Je n'ai aucune question. Je pense que je me contenterai de le regarder. Peut-être que je lui dirai juste, est-ce qu'on pourrait s'asseoir quelques minutes tranquillement ensemble? Oui. Oui. Mais si je devais dire quelque chose, peut-être que je lui dirais juste merci. Oui. Merci pour le cadeau qu'il a partagé avec les gens, parce que c'est vraiment incroyable. Mais en ce qui concerne les questions, je ne peux penser à rien que je voudrais savoir. Je suis plus intéressée à simplement me sentir à l'aise sans savoir. Oui, se sentir à l'aise sans savoir. Je pense que c'est quelque chose de très puissant. Surtout, tu viens de dire, oui, simplement s'asseoir ensemble est déjà quelque chose qui revient au nen ensemble, comme tu l'as dit. Oui, parce qu'ici, tout est présent. Tout est ici.
tous les cadeaux, toute la beauté, toute la transcendance, tout est présent ici. Nous nageons dedans, nous flottons dedans. Flottons peut-être mieux. Oui, merveilleux, magnifique. Merci Arjava. Donc, voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de conclure, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter? Ici. J'en étais sûre. Vous pouvez m'envoyer un email. Peut-être qu'on peut mettre l'adresse email quelque part. Oui, absolument. Venez nous rendre visite à Lesbos. C'est un endroit tellement magnifique. Ah, mon Dieu, c'est tellement beau. C'est vraiment, vraiment merveilleux. J'y suis allée maintenant, je pense 2 fois. Et vraiment être immergée dans ton dojo merveilleux, magnifique, aussi sur cette île. C'est vraiment... C'est une expérience que... J'ai même pas de mots pour la décrire. Mais pour moi, c'est quelque chose que je chéris et vraiment qui reste dans mon cœur. Donc oui, c'est un endroit merveilleux pour être avec toi. Oui. Bien. Arjava, merci. Merci beaucoup pour cette merveilleuse conversation, ton ouverture et comme toujours ta présence chaleureuse. Tu sais combien j'aime ces moments partagés avec toi, n'est-ce pas? Merci Nina. Donc on se reverra bientôt, hein? Oui, à bientôt. À bientôt. Arigatou gozaimashita. Merci. Merci pour votre écoute. Et encore un grand merci à Arjava. Si vous souhaitez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me trouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous voulez aller plus loin ou en savoir davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Si ce que vous avez entendu vous a plu, n'hésitez pas à partager mon podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Votre soutien et votre temps comptent énormément pour moi. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.